Bonsoir, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en pleine lecture d'un roman inachevé, du dernier roman inachevé de Franz Kafka, intitulé Le Château, et qui raconte l'histoire de K, un personnage qui arrive dans un village administré par le château, et il en devient, ou en tout cas il se présente comme le nouvel arpenteur, et il souhaite entrer en contact avec le châtelain. Et il reçoit une lettre qui lui dit que, eh bien, il est certes employé, mais il ne sera pas possible pour lui de rentrer dans le château et il va en permanence se retrouver face au rejet et à l'incompréhension. Ce personnage est le témoin de la frustration qu'un individu peut ressentir face à la folie et l'incompréhension de la bureaucratie auquel notre société peut parfois... voilà, je sais plus, j'ai perdu, excusez-moi, hein, j'étais partie dans un truc et puis voilà, je me suis perdue dans ma pensée. Je ne sais plus ce que je tenais à vous dire, j'espère que vous avez compris l'idée. En tout cas, en gros, je vous ai fait un petit résumé et c'est une œuvre vraiment très très forte. Et voilà. Et voilà. Je pense qu'on va se mettre à la lecture. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compris à peu près. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes en train de lire Le Château de Kafka, une œuvre publiée en 1926. Si vous êtes déjà présent depuis quelques émissions, vous savez à peu près tout ce qu'on a dit précédemment sur cette œuvre. Donc, replongeons-nous dans cette lecture parce que clairement, là, j'ai un petit bug de cerveau. Ça m'arrive un petit peu trop souvent, n'est-ce pas? Bon, allez, je vais faire ce que je fais de mieux, la lecture. Je vous souhaite une bonne lecture. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez en utilisant le hashtag VBN. Voilà, c'est parti. Il descendit dans la salle de l'auberge. K, donc. Barnabas était assis avec les assistants autour d'une petite table. « Ah, te voilà !» fit K sans raison, seulement parce qu'il était heureux de le voir. Barnabas se leva aussitôt d'un bond. À peine K était-il entré que les paysans se levèrent pour s'approcher, ayant déjà pris l'habitude de lui courir toujours après. « Mais que diable me voulez-vous sans cesse » s'écria K. Ils ne le prirent pas mal et retournèrent lentement à leur place. Avec un mystérieux sourire qui apparut sur quelques autres visages, l'un d'eux lâcha, en guise d'explication, et tout en s'éloignant. « On glane toujours quelques nouvelles !» Et il se lécha les babines, comme si les nouvelles eussent été un mets. K ne dit rien pour les amadouer. Il était bon qu'ils se mettent un peu à le respecter. Mais à peine était-il assis près de Barnabas que déjà il sentait dans son cou l'haleine d'un paysan, venu soi-disant prendre la salière. K fut si contrarié qu'il tapa du pied par terre et le paysan s'enfuit sans la salière. K était vraiment une cible facile. Il suffisait par exemple de déchaîner les paysans contre lui. Leur intérêt opiniâtre lui semblait plus nuisible que l'attitude renfermée des autres. Et d'ailleurs, c'était une forme de fermeture, car si K était venu s'asseoir à leur table, il n'y serait sûrement pas resté. Seule la présence de Barnabas le retenait de faire un esclandre. Malgré tout, il se tourna encore vers eux d'un air menaçant. Eux aussi étaient tournés vers lui, mais en les voyant assis là, chacun à sa place, sans discuter ensemble, sans lien visible entre eux, liés par le seul fait que tous le dévisageaient, il lui sembla que ce n'était pas par méchanceté qu'ils le poursuivaient. Peut-être lui voulait-il vraiment quelque chose, et était-il simplement incapable de le dire. Si ce n'était pas cela, peut-être était-ce pur enfantillage. L'enfantillage, qui semblait avoir élu domicile ici. L'aubergiste lui aussi avait bien un côté enfantin. N'est-ce pas lui qui, tenant à 2 mains une chope de bière qu'il devait apporter à quelques clients s'arrêter, jetait un œil vers K et n'entendait pas la patronne qui l'appelait en se penchant par la lucarne de la cuisine? Plus calme, K se retourna vers Barnabas. Il eût volontiers éloigné les assistants,
Mais ils ne trouvaient aucun prétexte. D'ailleurs, ils considéraient leur bière en silence. « J'ai lu la lettre », commença K. « En connais-tu le contenu ?»« Non », fit Barnabas. Son regard semblait plus éloquent que ses paroles. Peut-être K exagérait-il à son propos les côtés positifs, mais avec les paysans, les côtés négatifs. Mais sa présence était toujours bienfaisante. Il était aussi question de toi dans la lettre, car tu es censé faire l'intermédiaire entre le chef et moi. Voilà pourquoi je te croyais au courant du contenu. J'ai, dit Barnabas, reçu pour seule mission de remettre la lettre et d'attendre qu'elle soit lue et que tu la juges nécessaire. Et si tu le juges nécessaire, de rapporter une réponse orale ou écrite. Bien, fit K. Il n'y a pas besoin d'écrire. Transmets à monsieur le chef. Comment donc s'appelle-t-il ? Je n'ai pas pu lire la signature. Clam, dit Barnabas. Transmets donc à monsieur Clam mes remerciements pour m'avoir engagé et témoigner une telle amabilité, que j'apprécie à sa juste valeur, n'ayant pas encore fait mes preuves ici. Je vais me comporter scrupuleusement comme il le souhaite. Je n'ai aujourd'hui aucun désir particulier. Après avoir écouté, avec attention, Barnabas demanda la permission de répéter le message devant K, qui acquiesça. Et Barnabas répéta tout fidèlement. Puis il se leva pour prendre congé. Pendant tout ce temps, K avait examiné son visage et il le fit une dernière fois. Barnabas avait à peu près la même taille que lui, et pourtant son regard semblait s'abaisser vers K, mais presque avec humilité. Cet homme semblait incapable de faire honte à quiconque. Certes, ce n'était qu'un messager, il ignorait le contenu des lettres qu'il avait à remettre, mais son regard, son sourire, sa démarche semblaient eux aussi être un message, même s'il n'en savait rien. Et K lui tendit la main, à sa grande surprise visiblement, car il allait se contenter de s'incliner. Dès que Barnabas fut parti, appuyant son épaule contre la porte avant de l'ouvrir, il avait encore parcouru la salle du regard sans viser personne en particulier. K dit aux assistants : « Je vais chercher mes carnets dans ma chambre. Puis, nous parlerons du travail qui nous attend. » Ils voulurent l'accompagner. « Restez !» fit K. Il voulait encore l'accompagner. K dut répéter son ordre sur un ton plus sévère. Dans l'entrée, Barnabas n'était plus là. Pourtant, il venait juste de partir. Mais même devant l'auberge, la neige tombait à nouveau. K ne le vit pas. Il appela Barnabas. Pas de réponse. Était-il encore à l'intérieur ? Il ne semblait pas y avoir d'autre possibilité. Malgré tout, K cria encore son nom de toutes ses forces. Le nom retentit dans la nuit. Et dans le lointain, j'ai eu un accent bizarre là. Et dans le lointain, j'ai fait un truc comme ça bizarre. Je me suis entendue, excusez-moi. Replongeons-nous dans notre lecture. Et dans le lointain, une faible réponse finit par se faire entendre. Barnabas était donc déjà si loin. K le rappela tout en allant à sa rencontre. Lorsqu'ils se rejoignirent, on ne pouvait plus les voir depuis l'auberge. Barnabas, fit K, sans pouvoir dominer le tremblement de sa voix. J'avais encore un mot à te dire. Je me rends compte que nous sommes très mal organisés si je dépends du seul hasard de tes passages quand j'ai besoin de quelque chose au château. Si par hasard je ne t'avais pas rattrapé, comme tu voles, je te croyais encore à l'intérieur. Qui sait combien de temps j'aurais dû attendre jusqu'à ta prochaine apparition ? Tu peux fort bien, dit Barnabas, demander au chef que je vienne, toujours à un moment précis que tu fixeras. Cela ne suffira pas non plus, dit K. Peut-être n'aurais-je rien à transmettre pendant une année entière et juste un quart d'heure après ton départ, quelque chose d'urgent. Dois-je alors, fit Barnabas, communiquer au chef qu'il faut établir entre vous une liaison en dehors de mon intermédiaire ? Non, non, dit K, surtout pas. Je le dis juste en passant, après tout, j'ai réussi à te rattraper cette fois-ci.
Veux-tu, dit Barnabas, que nous retournions à l'auberge pour que tu puisses m'y donner le nouveau message? Et déjà, il faisait un pas en direction de l'auberge. Barnabas, dit K, ce n'est pas la peine. Je vais faire un petit bout de chemin avec toi. Pourquoi ne veux-tu pas aller à l'auberge? Demanda Barnabas. Les gens me dérangent là-bas, dit K. Tu as vu toi-même l'indiscrétion des paysans. Nous pouvons aller dans ta chambre, fit Barnabas. C'est la chambre des servantes, dit K. Elle est sale et mal aérée. Je voulais faire quelques pas avec toi pour ne pas être obligé d'y rester. Il suffit, ajouta-t-il, pour mettre un terme à son hésitation, que tu me laisses prendre ton bras, car tu as le pas plus sûr. Et K lui prit le bras. Dans l'obscurité, K ne voyait pas son visage, et à peine sa silhouette. Cela faisait déjà un petit moment qu'il cherchait son bras à tâtons. Barnabas céda. Ils s'éloignèrent de l'auberge. Certes, K sentait malgré tous ses efforts qu'il était incapable de marcher au rythme de Barnabas, qu'il réduisait sa liberté de mouvement, et qu'en des circonstances ordinaires, ce seul détail aurait suffi à tout faire échouer. Surtout dans des ruelles comme celle où K s'était enfoncé dans la neige ce matin, et dont il ne pourrait sortir que si Barnabas le portait. Mais il écarta ses diverses inquiétudes. De plus, le silence de Barnabas le réconfortait. S'il marchait en silence, c'est que pour Barnabas aussi, le seul intérêt d'être ensemble était de continuer à marcher. Ils avançaient. Mais K ignorait dans quelle direction, ne reconnaissant rien et ne sachant même pas s'ils avaient déjà dépassé l'église. Par moments, le simple fait de marcher lui donnait tant de peine qu'il ne pouvait rester maître de ses pensées. Au lieu de rester fixé sur leur but, elle s'embrouillait. L'image de son village natal lui revenait sans cesse et l'habitait. Là-bas aussi, il y avait une église sur la grande place, en partie entourée par un vieux cimetière, lui-même cerné d'un grand mur. Peu de jeunes garçons avaient réussi à l'escalader, et K n'y était encore jamais arrivé. Ce n'était pas la curiosité qui les y poussait. Ce n'est pas la curiosité qui les y poussait, car le cimetière n'avait plus aucun secret pour eux. Ils y étaient déjà entrés souvent par la petite grille. Ils voulaient seulement conquérir ce grand mur lisse. Un matin, la silencieuse et déserte était inondée de lumière. La place, j'ai oublié un mot. Évidemment, ça change tout le sens de la phrase. C'est la place qui est silencieuse et déserte et qui est donc inondée de lumière. K, l'avait-il jamais vu assis avant ou après? Il y parvint avec une surprenante facilité. À un endroit qui lui avait souvent résisté, il gravit le mur dès le premier essai, un petit drapeau entre les dents. La pierraille dégringolait encore au-dessous de lui. Et déjà, il était en haut. Il planta le drapeau, le vent déploya l'étoffe, il regarda en bas et tout autour et par-dessus son épaule vers les croix qui s'enfonçaient dans la terre. Ici, à cet instant, personne n'était plus grand que lui. Le hasard voulut que l'instituteur passât par là. D'un regard courroucé, il força K à descendre. En sautant, K se blessa le genou et il eut bien de la peine à rentrer chez lui. Mais malgré tout, il avait été sur le mur. Il lui sembla alors que ce sentiment de victoire allait le soutenir tout au long de sa vie. Et cette idée n'était pas si folle, car maintenant, après bien des années, dans la neige et la nuit, au bras de Barnabas, elle lui venait en aide. Il se cramponna davantage, Barnabas le tirait presque. Rien ne brisait le silence de leur itinéraire. K savait seulement que, vu l'état de la chaussée, il n'avait pas encore tourné dans une ruelle transversale. Il se promit de ne pas laisser arrêter. Il se promit de ne pas se laisser arrêter ni par la difficulté de la route, ni même par l'inquiétude du retour. Il aurait toujours la force de finir la route en se laissant traîner. Et pouvait-elle donc durer indéfiniment? 2 jours, le château lui avait semblé facile à atteindre. Et le messager connaissait sûrement le château le plus rapide, le chemin.
Donc le messager connaissait sûrement le chemin le plus rapide. C'est alors que Barnabas s'arrêta. Où était-il? Le chemin n'allait-il pas plus loin? Barnabas allait-il renvoyer K? Il n'y arriverait pas. K s'agrippait au bras de Barnabas, au point d'en avoir lui-même presque mal. Ou bien l'impossible était-il arrivé, et ils étaient déjà dans le château, ou devant ses portes. Mais pour autant que K pût s'y rendre compte, il n'était pas monté du tout. Ou alors Barnabas l'avait-il conduit par un chemin dont la pente était à peine sensible? « Où sommes-nous » demanda K à voix basse, se posant la question plutôt à lui-même. « Nous sommes à la maison » fit Barnabas sur le même ton. « À la maison ?» « Mais fais attention, maître, de ne pas glisser. Le chemin descend. »« Ça descend. »« Il y a juste 2 ou 3 pas à faire, » ajouta-t-il. Et déjà, il frappait à une porte. Une jeune fille ouvrit. Ils se trouvèrent sur le seuil d'une grande pièce plongée dans une quasi-obscurité, car seule une minuscule lampe à huile était suspendue au fond, à gauche, au-dessus d'une table. « Qui est avec toi, Barnabas ?» demanda la jeune fille. « L'arpenteur, dit-il. »« L'arpenteur ?» répéta la jeune fille plus fort en direction de la table. Alors, 2 vieilles personnes se levèrent, le mari et la femme, ainsi qu'une autre jeune fille. On salua K, Barnabas lui présenta tout le monde. C'étaient ses parents et ses sœurs, Olga et Amalia. K les regarda à peine et on lui ôta son manteau trempé pour le faire sécher près du poêle. K laissa faire. Ils n'étaient donc pas tous les deux à bon port. Seul Barnabas était chez lui. K le prit à part et lui dit « Pourquoi es-tu allé chez toi ? Ou bien, est-ce que vous habitez dans le périmètre du château ?»« Dans le périmètre du château » répéta Barnabas comme s'il ne comprenait pas. « Barnabas, dit K, tu avais pourtant l'intention d'aller au château en quittant l'auberge. »« Non, maître, dit Barnabas, je voulais rentrer chez moi. J'irai seulement demain matin au château. Je n'y dors jamais. »« Ah bon, dit K, tu ne voulais pas aller au château? Tu voulais juste venir ici ?» Son sourire lui semblait plus terne, lui-même plus insignifiant. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?»« Tu ne m'as pas posé la question, maître, » fit Barnabas. « Tu voulais simplement me confier un autre message ailleurs que dans la salle à manger ou dans ta chambre. J'ai donc pensé que tu pourrais me le confier sans être dérangé ici, chez mes parents. Ils s'éloigneront sur le champ, si tu leur donnes. D'ailleurs, tu pourrais passer la nuit ici, si tu te plais mieux chez nous. Ai-je donc eu tort ?» K était incapable de répondre. Il y avait donc eu un malentendu banal, vulgaire, et K s'y était laissé prendre. Et il s'était laissé charmer par la veste moulante et satinée que Barnabas était en train de déboutonner, révélant une grosse chemise gris sale, toute rapiécée, qui recouvrait le poitrail robuste et carré d'un valet. Et cette impression était confirmée, voire renforcée par tout le reste. Le vieux père goutteux dont les jambes étaient si raides qu'il s'aidait surtout des mains pour avancer à tâtons en traînant la patte. Et la mère, les mains jointes contre la poitrine, si corpulente qu'elle aussi pouvait juste marcher à tout petits pas. Dès l'entrée de K, ils s'étaient tous deux mis à marcher vers lui depuis leur coin. Et ils avaient encore bien du chemin à faire pour l'atteindre. Les sœurs des blondes ressemblaient l'une à l'autre autant qu'à Barnabas, mais avec des traits plus durs que les siens. 2 grandes et fortes jeunes filles. Elles entouraient les nouveaux arrivants, attendant que K leur adresse quelques salutations. Mais il ne pouvait rien dire. Il avait cru jusque-là que tous les villageois lui importaient, et tel était sans doute le cas. Mais de ces gens en particulier, il n'avait cure.
s'il avait été en mesure d'affronter seul le chemin de l'auberge, il serait parti sur le champ. La possibilité d'aller au château avec Barnabas à la première heure ne le séduisait guère. Il avait voulu pénétrer dans le château cette nuit. Subrepticement, c'est ça. Il avait voulu pénétrer dans le château cette nuit, subrepticement, guidé par Barnabas, mais par le Barnabas d'avant, un homme plus proche de lui que tous ceux qu'il avait vus ici jusqu'à présent, mais dont il avait en même temps beaucoup surestimé les liens avec le château par rapport à sa grade apparente, à son grade apparente. Oh là là, j'arrête pas de faire des fautes ce soir, je m'en excuse. Alors on reprend. Il avait voulu pénétrer dans le château cette nuit, c'est drôle, subrepticement, voilà. Non, je le dis pas correctement. Subrepticement. Bon, c'est dommage, je n'ai pas un dictionnaire avec moi, mais je vais vous avouer que je n'ai jamais rencontré ce mot, d'où mon petit blocage sur la prononciation. Subrepticement. Tadam! Ok, donc on reprend la phrase. Désolée si vous avez un petit peu perdu le cours de l'histoire. Il avait voulu pénétrer dans le château cette nuit, surrepticement guidé par Barnabas, mais par le Barnabas d'avant, un homme plus proche de lui que tous ceux qu'il avait vus ici jusqu'à présent, mais dont il avait en même temps beaucoup surestimé les liens avec le château par rapport à son grade apparent. Mais avec le fils de cette famille dont Barnabas faisait partie intégrante et qu'il avait déjà rejoint à table, avec un homme qui, chose significative, n'avait même pas le droit de coucher au château. Aller au château en plein jour au bras de cet homme, voilà qui était impossible. C'était une entreprise risible et vaine. K s'assit sur le rebord d'une fenêtre, décidé à y passer également la nuit et à ne demander aucun autre service à cette famille. Les villageois qui le repoussaient ou le craignaient lui semblaient moins dangereux, car au fond, ils le forçaient à dépendre de lui-même, l'aider à rester sur le qui-vive. Mais ces gens qui prétendaient l'aider et qui, au lieu de le conduire au château, le menaient dans leur famille grâce à une petite mascarade, le détournaient du but, exprès ou non, et travaillaient à détruire ses forces. On l'invitait à la table familiale, mais K fit la sourde oreille, la tête baissée. Il resta sur le rebord. Alors Olga se leva, la plus douce des deux sœurs. Elle avait même un soupçon de gaucherie juvénile. Elle s'approcha de K et le pria à venir à table. On y avait disposé du pain et du lard, et elle allait chercher de la bière. « Où ça ?» demanda K. « À l'auberge ?» Ah non, c'est la réponse. « À l'auberge », dit-elle. K était ravi. Au lieu d'aller chercher de la bière, il la pria de l'accompagner à l'auberge, où un important travail l'attendait. Il s'avéra cependant qu'elle ne comptait pas aller jusqu'à l'auberge de K, mais à une autre, beaucoup plus proche, l'auberge des messieurs. K lui demanda néanmoins la permission de l'accompagner. Peut-être y aura-t-il moyen d'y passer la nuit, songea-t-il. Quel qu'en soit le confort, il préférerait toujours cette auberge au meilleur lit de cette maison-ci. Olga ne répondit pas aussitôt, tourna la tête vers la table. Là-bas, son frère s'était levé, il acquiesça complaisamment et dit « Si monsieur le souhaite ». Son accord aurait presque incité K à retirer sa demande, cet homme-là ne pouvant approuver que des choses insignifiantes. Mais quand on se posa ensuite la question de savoir si K serait admis à l'auberge et que tous en doutèrent, il continua à insister pour accompagner Olga, sans toutefois se donner la peine d'inventer un motif valable. Cette famille devait le prendre comme il était. Il n'éprouvait pour ainsi dire aucune honte devant eux. Seule Amalia le troublait un peu avec son regard grave, droit, imperturbable et peut-être aussi un peu morne. Sur le court chemin de l'auberge, K avait pris le bras d'Olga et ne pouvant y arriver autrement, il se laissa tirer presque comme il l'avait été par son frère auparavant.
Il apprit que cette auberge était en fait réservée aux messieurs du château qui y mangent et qui y passent même parfois la nuit quand ils ont affaire au village. Olga s'adressait à K à voix basse. Sur le ton de la confidence, on avait plaisir à marcher avec elle, presque comme avec son frère. K se défendait contre ce sentiment de bien-être, mais il persistait. Voilà, on va faire une petite pause dans notre lecture puisqu'on vient d'arriver à la fin de notre paragraphe. On est dans le chapitre 2 intitulé Barnabas, dans l'œuvre de Franz Kafka, Le Château, l'une de ses œuvres les plus célèbres avec le procès et la métamorphose, une œuvre inachevée qui a été publiée par son ami Max Brod en 1926. Si vous souhaitez suivre la suite de cette lecture, vous pouvez le faire en nous retrouvant un tout petit peu plus tard après cette pause. Sinon, je vous souhaite une très très belle nuit ou une belle journée. Salut!